Cet homme que vous voyez en train de danser est le fils de Saddam Hussein. Il semble heureux et détendu, dansant à sa propre fête d'anniversaire. Continuez à faire attention, car vous allez voir ce qu'il va faire ensuite. À ce moment, le chanteur commence à chanter « Joyeux anniversaire ». Quelques minutes plus tard, il se dirige vers l'avant de la salle et commence à danser avec l'une des femmes. Maintenant, regardez bien dans le coin gauche de la vidéo. On peut voir 2 employés apporter une Kalachnikov AK-47 jusqu'à lui. Le fils de Saddam Hussein met des protections sur ses oreilles, se prépare et commence à tirer au plafond de la salle de fête. Nous avons masqué le moment des tirs par mesure de sécurité, mais on peut voir que les invités continuent de danser, terrifiés, car ils savent que s'ils font quoi que ce soit, ce sera leur fin. Ceci n'est qu'une des folies commises par le fils de Saddam Hussein. Il s'appelait Uday Hussein, et voici l'histoire du seul homme que le dictateur le plus redouté d'Irak n'a jamais réussi à contrôler. Et les Américains ont eu besoin de 200 soldats de missiles et d'une Lamborghini pour l'éliminer. Pour comprendre Uday Hussein, il faut voir comment son éducation a fait de lui l'un des hommes les plus dangereux et instables du Moyen-Orient. Uday était le fils aîné de Saddam Hussein, en théorie, l'héritier naturel du régime le plus redouté d'Irak, mais en pratique, Saddam l'a pratiquement ignoré, durant son enfance, confiant son éducation à sa grand-mère, tandis qu'il concentrait toute son attention sur son fils cadet, Qusay. Qusay était tout ce que Saddam voulait chez un successeur, sobre, calculateur, discipliné, une copie presque parfaite de son père. Il portait des vêtements simples, évitait les fêtes et étudiait les méthodes de son père de manière obsessionnelle. Uday était l'opposé absolu, des vêtements chers et voyants, un garage rempli de Ferrari, Lamborghini et Porsche. Des fêtes qui duraient toute la nuit, de l'alcool en quantités industrielles et une violence totalement imprévisible qui maintenait tout l'Irak dans un état permanent de terreur. Les psychologues ayant étudié le profil d'Uday après sa mort ont conclu que l'absence de son père dans son enfance avait laissé une blessure jamais refermée et qui s'est manifestée tout au long de sa vie adulte, sous la forme d'une recherche compulsive d'attention, de pouvoir et de violence. Saddam a créé un monstre et a ensuite découvert qu'il ne pouvait pas le contrôler. En octobre 1988, Saddam Hussein a organisé une soirée de gala à Bagdad en l'honneur de la visite du président égyptien Hosni Moubarak et de son épouse. C'était un événement diplomatique majeur. Les 2 pays venaient de se réconcilier après plus d'une décennie de rivalité. Tout devait se dérouler parfaitement. Saddam a commis une erreur fatale. Il a invité Uday. Pendant des heures, Uday a bu verre après verre, dans une spirale que tous les présents connaissaient et redoutaient. Jusqu'à ce que, soudainement, sans avertissement, il se lève de table avec un couteau à la main et se jette violemment sur l'un des invités. Ce n'était pas n'importe quel invité. C'était Kamel Hanna Gegeo, l'assistant personnel le plus digne de confiance de Saddam Hussein, son homme de confiance de longue date, et la motivation d'Uday était d'une brutalité irrationnelle. Il croyait que Gegeo avait présenté à Saddam une jeune femme appelée Samira Shabandar, qui deviendrait plus tard la 2e épouse du dictateur. Pour Uday, c'était une trahison impardonnable envers sa mère. L'épouse de Moubarak est sortie horrifiée de la fête. L'événement a été immédiatement annulé. Gegeo est mort de ses blessures. Saddam, furieux de l'humiliation internationale, a condamné son fils à 8 ans de prison et à la peine de mort. En théorie, en pratique, Uday a passé 3 mois dans une prison avec un traitement VIP et a été exilé à l'ambassade irakienne en Suisse. L'un des pays les plus luxueux d'Europe, c'était le modèle qui se répéterait tout au long de la vie d'Uday. Crimes sans conséquences réelles, violence sans punition, pouvoir sans limite. De retour en Irak, après avoir été expulsé de Suisse pour des bagarres constantes, Uday a reçu de son père un travail qui semblait inoffensif. Président de la Fédération de football d'Irak, ce fut l'une des décisions les plus cruelles de l'histoire du sport mondial. En 1994, l'Irak a perdu la chance de se qualifier pour la Coupe du Monde. Pour Uday, c'était une humiliation nationale impardonnable. Le gardien Hashim Hassan et le sélectionneur en ont fait les frais. Des années plus tard, Hassan a révélé qu'ils avaient été emprisonnés et forcés de frapper à plusieurs reprises un ballon de ciment comme punition pour avoir humilié le pays. En 2001, lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde, aucun joueur n'osait tirer les pénaltys. Tous savaient ce qui arrivait à ceux qui échouaient.
Le joueur Abbas Rahim Zaïd a pris ses responsabilités. Si personne n'ose tirer, ils vont punir tout le monde. Il a tiré et il a raté. 3 semaines plus tard, Zaïd est apparu avec les jambes complètement bandées, dans des circonstances qui n'ont jamais été officiellement expliquées. La FIFA a envoyé une commission d'enquête à Bagdad. Ils ont rassemblé les 12 joueurs de l'équipe nationale et leur ont demandé s'ils avaient subi une forme de torture. Tous ont nié, avec Oudaï et ses hommes qui observèrent de l'extérieur. La FIFA a clos l'affaire, évoquant des rumeurs infondées. Ce n'est qu'après avoir fui l'Irak que le joueur Shahrar Haïdar a confirmé publiquement que tout était réel. Et il a décrit des punitions qui, en raison de la nature du contenu, ne peuvent pas être détaillées ici. En décembre 1996, un homme nommé Salman Sharif, âgé de 27 ans, un Irakien ordinaire, a décidé qu'il en avait assez. Pendant 2 mois, Sharif a patiemment documenté chaque mouvement d'Oudaï, les itinéraires qu'il empruntait, les horaires, les habitudes. Oudaï avait un rituel hebdomadaire, connu de tout Bagdad. Chaque jeudi soir, il parcourait le quartier huppé d'Al-Mansour dans sa Porsche dorée, s'arrêtant pour enlever des femmes qu'il trouvait attirantes. Le soir du 12 décembre 1996, la Porsche dorée est apparue à l'heure. À un carrefour du quartier, 2 hommes armés de fusils ont ouvert le feu. Environ 50 balles ont touché le véhicule. Les tireurs en étaient absolument certains. Oudaï était mort. Il ne l'était pas. Oudaï a survécu avec 17 balles logées dans le corps. Après des mois de convalescence et avoir réappris à marcher, il a eu un AVC qui a affecté son élocution pour le reste de sa vie. Les séquelles physiques étaient visibles pour tout l'Irak. Et pour un homme obsédé par le pouvoir et la virilité, cette vulnérabilité exposée publiquement est devenue un carburant supplémentaire pour la violence. En mars 2003, George W. Bush a donné à Saddam Hussein 48 heures pour quitter l'Irak avec sa famille. L'ultimatum a été ignoré. L'invasion a commencé. Avec le régime en plein effondrement, Oudaï et son frère, Koussaï, se sont enfuis chez un homme d'affaires nommé Nawaf al-Zaïd, supposé ami de la famille, à Mossoul. Ce que al-Zaïd n'avait pas prévu, c'est que ses invités se comporteraient comme ils l'avaient toujours fait. Oudaï a rapidement rendu la vie à l'intérieur du manoir insupportable. Des cris, des exigences, des menaces constantes envers la famille d'al-Zaïd. Aux premières heures du 22 juillet 2003, al-Zaïd a quitté la maison en cachette. Il a marché jusqu'à la base militaire américaine la plus proche, nerveux et regardant autour de lui comme s'il était poursuivi. Il a dit aux soldats américains que les fils de Saddam Hussein se cachaient chez lui et qu'ils avaient pris sa famille en otage. Il y avait aussi le détail des 15 millions de dollars de récompense pour chaque fils de Saddam. Le lendemain matin, 48 marines américains ont encerclé le manoir et ont utilisé un mégaphone pour ordonner aux occupants de se rendre. Les soldats ont forcé l'entrée et ont été immédiatement accueillis par une pluie de balles. 3 soldats américains ont été grièvement blessés. Nul ne savait précisément d'où provenaient les tirs. Ensuite, vint le moment qui marquerait l'histoire. Le soldat Jeremy Human, de l'Oklahoma, dans un geste désespéré, s'est approché de la Lamborghini d'Oudaï, garée dans la cour du manoir, et a démarré la voiture. Le rugissement du moteur de la Lamborghini a résonné dans tout le manoir. Oudaï, incapable de contrôler sa réaction en entendant le son de sa propre voiture conduite par quelqu'un d'autre, est sorti en criant d'un balcon, révélant exactement où il se trouvait. Le gouvernement américain a publié les images des corps, une décision largement critiquée à l'international. Mais pour des millions d'Irakiens qui avaient vécu sous la terreur d'Oudaï, ces images représentaient une chose simple. Le seul homme que Saddam Hussein n'arrivait pas à contrôler avait finalement trouvé quelqu'un qui y était parvenu. L'histoire d'Oudaï Hussein est celle de ce qui se passe lorsque le pouvoir absolu n'a aucune limite, même pas au sein de sa propre famille. Saddam Hussein a construit l'un des régimes les plus redoutés du Moyen-Orient, contrôlait tout le pays d'une main de fer, ordonnait l'exécution de généraux, de ministres et d'opposants d'un simple geste. Mais son fils, qu'il avait négligé enfant, est devenu la seule force qu'il ne parvenait réellement pas à dompter. Et à la fin, ce n'est ni l'intelligence de Saddam, ni la cruauté de Koussaï, ni aucun des instruments du régime qui ont mis fin à Oudaï Hussein. C'est un soldat américain de l'Oklahoma qui a simplement démarré la Lamborghini. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez.